Chapitre 98 lu par Lucienne Deschamps. De l'épouvantable charivari de sonnettes et de miaulements que reçut Don Quichotte dans le cours de ses amours avec l'amoureuse Altisidore. Nous avons laissé le grand Don Quichotte enseveli dans les pensées diverses que lui avait causées la sérénade de l'amoureuse fille de compagnie. Il se coucha avec ses pensées. Et comme si c'eût été des puces, elles ne le laissèrent ni dormir ni reposer un moment, sans compter qu'à cela se joignait la déconfiture des mailles de ses bas. Mais comme le temps est léger et que rien ne l'arrête en sa route, il courut à cheval sur les heures, et bientôt arriva celle du matin. À la vue du jour, Don Quichotte quitta la plume oisive et, toujours diligent, revêtit son pourpoint de chamois et chaussa ses bottes de voyage pour cacher la mésaventure de ses bas troués. Puis, il jeta par là-dessus son manteau d'écarlate et se mit sur la tête une montera de velours vert garnie d'un galon d'argent. Il passa le baudrier sur ses épaules avec sa bonne épée tranchante. Il attacha à sa ceinture un grand chapelet qu'il portait toujours avec lui, et dans ce magnifique appareil, il s'avança majestueusement vers le vestibule où le duc et la duchesse, déjà levés, semblaient être venus l'attendre. Dans une galerie qu'il devait traverser, Altisidore et l'autre fille, son amie, s'étaient postées pour le prendre au passage. Dès qu'Altisidore aperçut Don Quichotte, elle feignit de s'évanouir, et son ami qui la reçut dans ses bras s'empressait de lui délacer le corsage de sa robe. Don Quichotte vit cette scène, il s'approcha d'elle et dit « Je sais déjà d'où procèdent ces accidents. »« Et moi je n'en sais rien, » répondit l'ami, car Altisidore est la plus saine et la mieux portante des femmes de cette maison, et je ne lui ai pas entendu pousser un « hélas » depuis que je la connais. Mais que le ciel confonde autant de chevaliers errants qu'il y en a sur la terre, s'il est vrai qu'ils sont tous ingrats. Retirez-vous, seigneur Don Quichotte. La pauvre enfant ne reviendra point à elle tant que votre grâce restera là. Alors Don Quichotte répondit « Faites en sorte, madame, qu'on mette un luth cette nuit dans mon appartement. Je consolerai du mieux qu'il me sera possible cette jeune fille blessée au cœur. Dans le commencement de l'amour, un prompt désabusement est le souverain remède. » Cela dit, il s'éloigna pour n'être point remarqué de ceux qui pouvaient l'apercevoir. Il avait à peine tourné les talons que, reprenant ses sens, l'évanoui Altisidore dit à sa compagne « Il faut avoir soin qu'on lui mette le luth qu'il demande. Don Quichotte sans doute veut nous faire donner de la musique, elle ne sera pas mauvaise venant de lui. » Aussitôt les deux donzelles allèrent rendre compte à la duchesse de ce qui venait de se passer et de la demande d'un luth que faisait Don Quichotte. Celle-ci, ravie de joie, se concerta avec le duc et ses femmes pour jouer au chevalier un tour qui fut plus amusant que nuisible. Dans l'espoir de ce divertissement, tous attendaient l'arrivée de la nuit, laquelle vint aussi vite qu'était venu le jour, que le duc et la duchesse passèrent en délicieuse conversation avec Don Quichotte. Ce même jour, la duchesse dépêcha bien réellement un de ses pages, celui qui avait fait dans la forêt le personnage enchanté de Dulcinée, à Thérèse Panza, avec la lettre de son mari Sancho Panza et le paquet de hardes qu'il avait laissé pour qu'on l'envoyât à sa femme. Le page était chargé de rapporter une fidèle relation de tout ce qui lui arriverait dans son message. Cela fait, et 11 heures du soir étant sonnées, Don Quichotte, en rentrant dans sa chambre, y trouva une mandoline. Il préluda, ouvrit la fenêtre grillée et reconnut qu'il y avait du monde au jardin. Ayant alors parcouru toutes les touches de la mandoline pour la mettre d'accord aussi bien qu'il le pouvait, il cracha, se nettoya le gosier, puis d'une voix un peu enrouée, mais juste, il chanta le romance suivant qu'il avait tout exprès composé lui-même ce jour-là.
Les forces de l'amour ont coutume d'ôter les âmes de leurs gonds, en prenant pour levier l'oisiveté nonchalante. La couture, la broderie, le travail continuel sont l'antidote propre au venin des transports amoureux. Pour les filles vivant dans la retraite, qui aspirent à être mariées, l'honnêteté est une dot et la voix de leur louange. Les chevaliers errants et ceux qui peuplent la cour courtisent les femmes libres et épousent les honnêtes. Il y a des amours de soleil levant qui se pratiquent entre hôtes et hôtesses, mais il arrive bientôt au couchant, car ils finissent avec le départ. L'amour nouveau venu qui arrive aujourd'hui et s'en va demain ne laisse pas les images bien profondément gravées dans l'âme. Peinture sur peinture ne brille, ni ne se fait voir, où il y a une première beauté, la seconde ne gagne pas la partie. J'ai Dulcinée du Tobosco, peinte sur la table rase de l'âme, de telle façon qu'il est impossible de l'en effacer. La constance dans les amants est la qualité la plus estimée, celle par qui l'amour fait des miracles et qui les élève également à la félicité. Don Quichotte en était là de son chant, qu'écoutaient le duc, la duchesse, Altisidore et presque tous les gens du château, quand tout à coup, du haut d'un corridor extérieur qui tombait à plomb sur la fenêtre de Don Quichotte, on descendit une corde où étaient attachées plus de 100 sonnettes. Puis on vida un grand sac plein de chats qui portaient aussi des grelots à la queue. Le vacarme des sonnettes et des miaulements de chats fut si grand que le duc et la duchesse, bien qu'inventeurs de la plaisanterie, en furent effrayés, et que Don Quichotte sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Le sort voulut, en outre, que 2 ou 3 chats entrassent par la fenêtre dans sa chambre. Et comme ils couraient, çà et là, tout effarés, on aurait dit qu'une légion de diables y prenait leurs ébats. En cherchant par où s'échapper, ils eurent bientôt éteint les 2 bougies qui éclairaient l'appartement. Et comme la corde aux grosses sonnettes ne cessait de descendre et de monter, la plupart des gens du château qui n'étaient pas au fait de l'aventure restaient frappés d'étonnement et d'épouvante. Don Quichotte cependant se leva tout debout et mettant l'épée à la main, il commença à tirer de grandes estocades par la fenêtre en criant de toute la puissance de sa voix: Dehors, malins enchanteurs! Dehors, canailles ensorcelés! Je suis Don Quichotte de la Mancha, contre qui ne peuvent prévaloir vos méchantes intentions. Puis, se tournant vers les chats qui couraient à travers de la chambre, il leur lança plusieurs coups d'épée. Tous alors accoururent à la fenêtre et s'échappèrent par cette issue. L'un d'eux, pourtant, se voyant serré de près par les coups d'épée de Don Quichotte, lui sauta au visage et lui empoigna le nez avec les griffes et les dents. La douleur fit jeter des cris perçants à Don Quichotte.
En les entendant, le duc et la duchesse devinèrent ce que ce pouvait être, et étant accourus en toute hâte à sa chambre, qu'ils ouvrirent avec un passe-partout, ils virent le pauvre chevalier qui se débattait de toutes ses forces pour arracher le chat de sa figure. On apporta des lumières et l'on aperçut au grand jour la formidable bataille. Le duc s'élança pour séparer les combattants, mais Don Quichotte s'écria: que personne ne s'en mêle, qu'on me laisse corps à corps avec ce démon, avec ce sorcier, avec cet ange chanteur. Je veux lui faire voir de lui à moi qui est Don Quijote de la Mancha. Mais le chat, ne faisant nul cas de ces menaces, grognait et serrait les dents. Enfin le duc lui fit lâcher prise et le jeta par la fenêtre. Don Quichotte resta avec le visage percé comme un crible et le nez en fort mauvais état, mais encore plus dépité de ce qu'on ne lui eût pas laissé finir la bataille qu'il avait si bien engagée avec ce malandrin d'enchanteur. On fit apporter de l'huile d'Aparicio, et Altisidore lui posa elle-même de ses blanches mains des compresses sur tous les endroits blessés. En les appliquant, elle dit à voix basse: toutes ces mésaventures t'arrivent, impitoyable chevalier, pour punir le péché de ta dureté et de ton obstination. Plaise à Dieu que ton écuyer Sancho oublie de se fustiger, afin que jamais cette dulcinée de toi si chérie ne sorte de son enchantement et que tu ne partages point la couche nuptiale avec elle, du moins tant que je vivrai, moi qui t'adore. À tous ces propos passionnés, Don Quichotte ne répondit pas un seul mot. Il poussa un profond soupir et s'étendit dans son lit, après avoir remercié le duc et la duchesse de leur bienveillance. Non point, dit-il, que cette canaille de chat, d'enchanteur et de sonnette lui fit la moindre peur, mais pour reconnaître la bonne intention qui les avait fait venir à son secours. Ces nobles hôtes le laissèrent reposer et s'en allèrent fort chagrins du mauvais succès de la plaisanterie. Ils n'avaient pas cru que Don Quichotte paierait si cher cette aventure qui lui coûta 5 jours de retraite de lit, pendant lesquels il lui arriva une autre aventure, plus divertissante que celle-ci. Mais son historien ne veut pas la raconter à cette heure, désireux de retourner à Sancho Panza, qui se montrait fort diligent et fort gracieux dans son gouvernement.